Bonne année, bande d'enculés. On espère que vous l'avez bien commencé et on vous souhaite plein de bons moments ciné. En parlant de ça, j'ai eu un peu de mal à me remettre de l'expérience ballerine du mois dernier. Mais ça va mieux, grâce au programme 2023 que je vous garantis... Ça va commencer ici. Et ça va péter! Avec un genre qu'on pourrait penser mort et enterré comme la hache de guerre, le western. But I'd been for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Quand j'étais gosse, j'en étais pas folle, à part ceux avec Clint Eastwood qui déboîtaient pas mal. Les années ont passé et j'ai découvert que l'univers western se prêtait à merveille à la catégorie ciné qui nous intéresse. D'ailleurs, ça n'échappe à personne que des codes sont volontiers repris par le genre. Alors oui, c'est de bonne guerre de rendre hommage au western autrement qu'en le détroussant. Bone Tomahawk est un des exemples les plus réussis. Il nous propose un cocktail cowboy cannibale. Ça promet. C'est un film américain sorti en 2015 et son créateur, S. Craig Zahler, est plus prolifique en tant qu'écrivain que réalisateur. Avant Bone, on lui doit Section 99 et Traîner sur le bitume, deux drames action pas si mauvais mais pas si bons non plus. Disons que ça promet du badass. Mentiroso. Mais ça s'étale plutôt sur le drama blabla. À cet égard, Bone est plus équilibré. Le casting est... Le shérif, c'est Kurt Russell, égérie de Carpenter, Call me Snake. et un peu de Tarantino, et star ultra sexy de deux actions policiers de la fin des années 80 que je vous recommande très chaudement. Tequila Sunrise et Tango et Cash. Ces chiottes sont à moi. D'accord, petit? Vaut mieux qu'on mette tout de suite les points sur les i. Ces chiottes sont à toi. Patrick Wilson est le cowboy à tout prix, rien à foutre des béquilles. Il ne joue pas que dans du genre, mais vous connaissez le topo, je m'y limite. Il y a le malaisant mais efficace Hard Candy, où Wilson ose le rôle d'un pédophile qui s'assume et qui tombe sur une proie pas facile à piéger. Et j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve que c'est de la merde sans intérêt, mais je les mentionne tout de même. La saga Conjuring, Insidious 2, La Nonne, et Annabelle 3. Et puis un duo plutôt inattendu, le grand Sid Haig dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Et ici, c'est un bandit de grand chemin qui a pour complice David Arquette. Ouais. Frère de Patricia et Rosanna et ex-époux de Courtney Cox avec qui il partage la vedette dans la franchise Scream. Ok, let's go. Pour le pitch, ça commence comme j'aime, avec ça. Et une question de grande importance. Buddy et Purvis font leur job, et au moment de galoper vers d'autres bourses, ils constatent la disparition de leur canasson. Ils partent à leur recherche, tombent sur un lieu étrange envers lequel Buddy manque de respect et se font accueillir en conséquence. 11 jours plus tard, Purvis, le rescapé, retrouve un semblant de civilisation dans un salon. Manque de bol pour lui, le shérif le repère direct. Purvis perd un genou et on l'envoie se faire soigner dans une cellule de prison. Dr. Quinn, femme médecin, est réquisitionnée, bien qu'elle soit déjà bien occupée avec Arthur, son cow-boy de mari blessé. Ça lui plaît pas à lui non plus et il est impatient qu'elle lui revienne. Sauf que pendant la nuit, quelqu'un l'enlève, ainsi que Purvis et l'adjoint au shérif qui était de piquet. Le shérif, son espèce de second, un brave vieux plein de sagesse, Arthur, et Bruder, un vétéran qui se la pète et qui voudrait bien lui piquer sa femme, partent à la recherche des kidnappés. Ce sera un long et dur voyage, surtout pour le mari diminué qui ne ménage pas les efforts, au risque d'y perdre sa jambe pour de bon. Qui arrivera entier dans le repère de ces troglodytes sauvages? Qui n'en ressortira que sous forme de steak? Regardez Bone Tomahawk et vous le saurez. Vous l'aurez compris, Bone ne lésine pas sur le badass. Pourtant, vous n'en aurez ni à outrance, ni tout au long du film. Un peu au début pour vous mettre en bouche, ensuite, on ne voit plus les cannibales que dans la dernière partie, où là, les rênes sont lâchées. Entre-temps, on a une histoire qui se développe, une aventure, des personnages variés et profonds et des propos intéressants. Sans jamais être relou ou anachronique, les éternelles questions autour des relations hommes-femmes, rôle à jouer ou non, nous sont posées à travers le couple Arthur-Samantha. Immobilisé par sa blessure, incapable de bosser, gêné pendant l'acte conjugal, il se sent inutile et presque indigne d'être l'homme de Samantha. Donc il essaye de surcompenser. Alors qu'elle, elle prend très bien sur elle et elle accepte la faiblesse passagère de son mari. Et
du coup, ça donne quelques petites tensions entre eux. Et c'est pour ça que durant le périple, il sera fondamental pour lui de tenir le coup et arriver à sauver sa femme. Pas seulement parce qu'il l'aime. Le voyage en lui-même nous sort du genre horrifique sans que ça dérange. Là, on est dans du western pour les durs. Zéro glamour. Nature désertique hostile, risque de mauvaises rencontres. Pour peu qu'ils se fassent voler leurs chevaux, ils sont dans le caca. Tu bouffes mal, tu dors peu, l'aventure est prenante à suivre et on en profite pour creuser les persos et leur background. Il est temps de vous livrer mon palmarès des morts. Tagada, tagada, attention au spoil. La machette de la classe revient à la très barbare exécution, aux effets spéciaux très réalistes du pauvre adjoint. Ça commence avec le classique scalp. Il y a que des clichés comme ça qui tournent alors que personne ne connaît absolument rien. Et les cannibales, embouchés expérimentés, découpent leur viande avant de la faire cuire. Je te fends en deux comme une bûche. Je décerne le katana de l'espoir à la décapitation à l'os qui m'a fait rire parce qu'il n'y a pas une goutte de sang qui s'échappe du sauvage. Il est tout sec, c'est pas humain ça. C'est d'autant plus bizarre que, en plus de leur régime alimentaire, en tant que troglodytes, ils parlent pas, ils communiquent seulement avec des bruits chelous qui sont générés par une espèce d'harmonica greffée dans leur gorge. En ce qui concerne la question de l'égalité homme-femme, les mecs y répondent comme seul un chétan certifié diplômé pourrait le faire. Ceci dit, on appréciera leur fulgurance originale. Ils ont des techniques qui sortent du lot, faut bien l'avouer. C'est le meurtre d'un chien qui passait par là et ne demandait rien à personne qui mérite le couteau à beurre de la honte. C'est du hors-champ, heureusement. N'empêche que ça n'aide pas à apprécier Brooder, ce con prétentieux. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de tester Bone Tomahawk. Si c'est le cas, venez en discuter avec moi dans les commentaires, ou sinon vous pouvez déjà le faire si vous l'avez vu. Pour quelques titres western badass de plus, je recommande Vorace, sponsorisé par Adidas et que McCoy vous a présenté dans le numéro 17. Ainsi que Le Bon, la Brute et le Cinglé, un coréen drôle et badass, hommage au Léoné original. Côté lecture, je conseillerais La Tour Sombre, mais avec avertissement. C'est à lire seulement si vous êtes un inconditionnel et bon connaisseur de l'univers du King. Il y a plusieurs tomes, d'accord ? Et puis, c'est un mélange de western, fantasy, médiéval, science-fiction, futur anticipé. Ça fait beaucoup là, non? Moi j'adore, mais disons que c'est pas le King avec lequel faudrait commencer. Et finalement, je mentionnerai un jeu vidéo, je pense que vous le voyez venir, Red Dead Redemption. Je ne conseillerais personnellement que le premier. Il est vraiment cool, on s'amuse bien, les missions elles sont top, t'as plein d'armes différentes. C'est un jeu, faut prendre le temps, faut découvrir, t'as la cueillette, t'as la chasse, c'est hyper complet. Et en plus, il y a l'extension zombie qui est aussi super bien. On peut trouver des créatures légendaires, on peut monter des chevaux zombies. Ils ont la fâcheuse tendance à dévier sur la gauche. Et le 2, pourquoi je l'aime pas le 2 ? Parce qu'il y a trop de trucs à gérer et ça me fait chier quoi. Tu vas à la chasse, il faut exactement telle arme, de tel niveau pour choper telle bestiole. Tu vas dans le nord, il faut d'abord t'équiper, équiper ton cheval. Faut grave s'en occuper en plus. Alors oui, ils ont poussé le réalisme vraiment très très loin et les développeurs ils se sont bien cassés la tête. Mais les mecs, je veux jouer à un jeu de western. Je veux tirer dans des gens, dans des animaux, je veux faire des missions. Je veux pas jouer aux Sims. Donc voilà. Au nom de Sa Majesté, je vous remercie et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une boucherie royale. Le bisou. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial La vie, la mort, les vaches. Le western horrifique. Voilà un sous-genre plutôt rare, et pour en dégoter un de bonne qualité, c'est encore plus chaud. Mais ça existe. Comme les trèfles à 4 feuilles, on en trouve un de temps en temps et on s'estime chanceux. Alors quand je parle de western horrifique, je parle pas de western au sens large. Je parle du western comme on l'imagine gamin. Des cow-boys, des chevaux, des vaches, des bagarres de saloon, des duels dans la grande rue, de l'alcool frelaté, de l'alcoolisme collectif, des chicots qui manquent, du noir dans les ongles et des prostitutes à $2. Ou comme on l'appelle plus communément dans mon village de Normandie, un mardi. La seule différence entre ma campagne et les western movies, c'est la musique. Là où Clint Eastwood a droit à du Ennio Morricone, nous on a le droit à la chevauchée des vaches qui rient.
Ce qui me rappelle un dicton de la Légion étrangère, vache qui rit, à moitié dans ton lit. Je disais donc que les westerns horrifiques et ou fantastiques, je cumule les deux pour appuyer mon propos, il n'y en a pas pléthore. Vous avez peut-être un souvenir diffus de la vallée de Gwanji, dont on a aperçu certaines images dans Le Grand Détournement et dans un épisode de Friends. Parmi les plus réussis, on peut citer le formidable Vorace. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de western dont je veux vous parler aujourd'hui. On a le mal-aimé, mais pas par moi car je le trouve vraiment cool, Cowboy versus Envahisseur de Jon Favreau, où Harrison Ford et Daniel Craig se bastonnent contre des aliens. On a celui dont vient de vous parler Cathy, le badass Bone Tomahawk, ou encore Dead Birds d'Alex Turner, et Sundown de Anthony Hickox avec Bruce Campbell. Si on s'éloigne des clichés précités, Revolver de L.A. Hold Up, des films brutaux comme The Devil's Reject de Rob Zombie et Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow sont considérés comme des westerns tout simplement parce qu'ils se déroulent dans l'Ouest sous un soleil de plomb, de la poussière plus épaisse que celle qui se trouve sur le dictionnaire de Nabila, et évidemment les fameux virevoltants, plus grand cliché du cinéma de cow-boy au monde. Virevoltant, non? Tumbleweed en anglais. Ça là. Bah oui, ça porte un nom. C'est pas les boules de foin des westerns. Bon, je me la raconte, genre moi je sais, mais j'ai fait des recherches pour la chronique, donc je l'ai su avant vous, mais pas de beaucoup. Vous pourrez me remercier d'avoir appris un truc dans les commentaires. On va donc maintenant pouvoir parler de mon choix du mois. Découverte de l'année dernière et bonne surprise, parce que ça sentait pas super bon au départ. Déjà, j'en avais jamais entendu parler. Ce qui veut pas dire grand chose, hein, je suis loin d'avoir fait le tour, et tant mieux. Mais surtout, le titre français faisait un peu peur. En anglais, le film s'intitule The Burrowers, à ne pas confondre avec The Borrowers, avec John Goodman, qui est une sorte de mini-pouce en version live. Burrowers, traduit littéralement, ça donne « les enterreurs ». J'ai le droit d'inventer des mots. Nous, on a traduit ça par les créatures de l'Ouest. Ça fait vraiment pas folichon, faut bien le dire. Mais, pour une fois, je peux comprendre ce choix. The Burrowers, c'est pas vendeur chez nous, alors pour résumer simplement ce que l'acheteur va voir, bah c'est finalement la meilleure option. Et en même temps, c'est un peu ça le film. C'est réducteur, mais pas mensonger. 1879, Dakota du Sud. Dans les Badlands, une ferme est attaquée. Les hommes sont tués et les femmes sont enlevées. Une poignée de cow-boys s'associe à un petit régiment de cavalerie afin de retrouver les disparus. Comme le seul noir aux alentours se trouve être le cuisinier attitré des militaires, les gars sont bien emmerdés et reportent leurs soupçons sur la tribu indienne du coin. Mais au cours de leur périple, les cavaliers vont se rendre compte que quelque chose les traque sous terre. À l'affiche de ce film atypique très intéressant, William Mapother, un acteur au visage particulier qui peut osciller entre doux et dingue et qu'on a pu voir dans Mission Impossible 2, Vanilla Sky ou Minority Report. Son agent doit être le même que celui de Tom Cruise. Il est aussi le passager en trop dans Lost. Clancy Brown, une gueule de cinéma à la voix rocailleuse découverte dans le classique Highlander dans le rôle d'un meuble Ikea, le Kurgan. On l'a vu dans Extrême Préjudice de Walter Hill, Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode. Il est le capitaine Hadley dans Les Évadés et le sergent Zim du chef-d'œuvre Starship Troopers. Dernièrement, il incarne le croque-mort dans la très chouette anthologie d'horreur The Mortuary Collection, aussi appelée The Mortuary tout court. Et on devrait le voir dans le 4e opus de John Wick aux côtés de Keanu Reeves et du génial Donnie Yen. Pour les connaisseurs, il est le révérend Justin Crowe, dans la série trop méconnue La Caravane de l'étrange. Vous allez ensuite évidemment reconnaître Doug Hutchison, célèbre pour avoir incarné 2 bad guys inoubliables. Le roi du CUNY, Eugene Victor Toombs, dans 2 épisodes de la série X-Files, un tueur hibernant amateur de foie, et au corps élastique qui lui permet de se faufiler dans des passages exigus. Mais c'est surtout dans son rôle de sale petite ordure souricide dans La Ligne Verte que Doug est resté au panthéon des plus grands salauds du cinéma. Son personnage de Percy Wetmore nous a tous donné envie de jeter nos pompes contre l'écran. Mais je crois que c'est Tom Hanks qui en parle le mieux. Man is mean and careless and stupid, and that's a bad combination in a place like this. Il apparaît également dans la série Lost, à l'instar de Mapother et Clancy Brown, ainsi que dans Les Ailes de l'Enfer avec Nick Cage. Je vous l'ai dit qu'il serait là tous les mois, peu importe comment. Les personnages qu'incarne Doug ont souvent une éthique et une morale, disons, discutables. Dans Les Créatures de l'Ouest, il est le raciste de service, par exemple. Mais dans la vraie vie,
l'ami Doug semble avoir aussi quelques problèmes de discernement. Hutchison est né en 1960, son ex-femme en 1994, et il l'a épousée en 2011. Je vous laisse faire le calcul ? Allez, spoiler, elle en avait 16 et lui 50. Doug a dû mettre un mot dans le carnet de correspondance de Mademoiselle pour que le proviseur de Courtney la laisse sécher les cours de biologie afin de lui permettre d'aller se marier à Vegas. Pendant la nuit de noces, leur voisin de chambre a entendu Doug crier le nom de son personnage de la ligne verte à plusieurs reprises. Whitmore, Whitmore, Whitmore. Un jeu de rôle ou quelque chose de plus littéral ? Vérifions. Ah ouais, c'est glauque. J'ose même pas imaginer la gueule du père de Courtney la première fois qu'il les a surpris dans la chambre de la gamine. Courtney, les voisins disent qu'un pervers rôde dans les parages. Courtney, hein? Welcome to my world, bitch. Oh putain, trop tard. C'est une situation plus qu'inconfortable, je trouve. Bref, Doug a tout du débile menti... Oups, pardon. C'est pas woke, je reprends. Doug a tout d'une personne à la réflexion réduite. Laura Leighton, actrice touche-à-tout, sauf aux enfants. C'est une femme respectable. Une touche-à-tout cinématographiquement parlant, j'entends, puisqu'elle a participé à beaucoup de séries télé de différents styles, comme Au-delà du réel ou True Calling, et un rôle récurrent de 7 ans passé sur Pretty Little Liars. Au cinéma, elle se fait plus rare. La preuve, Les Créatures de l'Ouest date de 2008, et c'est le dernier dans lequel on peut la voir. Du moins, je crois. On croise dans le film une poignée d'acteurs natifs américains, dont Tatanka Means, qui veut probablement dire bison furieux si je me réfère à mes connaissances en dialecte indien. Et qu'on a déjà vu dans le super drôle Albert à l'Ouest. Enfin, super drôle, si on aime ce genre d'humour, hein. Moi, je suis preneur. They literally die from their own farts. Le cuisinier victime des blagues racistes du personnage de Doug Hutchison est joué par Sean Patrick Thomas, vu dans Cruel Intentions ou Dracula 2000. Un petit mot sur le réalisateur J.T. Petty. Je dis un petit mot parce qu'il a rien fait de notable. Son titre le plus connu, c'est Mimic 3 Sentinelle. Et je sais pas si vous connaissez les synonymes de Sentinelle, mais ils ont l'air fort à propos. Mais des fois, un réalisateur médiocre peut toucher du doigt son étoile protectrice en tournant un film qui sort du lot. Pour Darren Lynn Bousman, c'est Mother's Day, et pour Neil Marshall, c'est The Descent. J'exagère pour ce dernier, mais The Descent est tellement au-dessus du reste de son travail que je l'ai pris comme exemple. Pour résumer, Les Créatures de l'Ouest, c'est une belle tentative de fusion entre le western et le film d'horreur. C'est un peu comme si La Prisonnière du désert et Tremors avaient eu un chiard. On a un très bon casting, sans star mais bourré de talent, un super travail sur les costumes et la photographie de Phil Parmet, collaborateur de Rob Zombie sur quelques films et sublime. Il faut le dire parce que c'est beaucoup grâce à lui si le film a de la gueule. Des paysages désertiques à perte de vue, maintien de l'intérêt et du suspense tout du long, bien que certains pourraient se plaindre du rythme assez lent du film, mais pour installer cette ambiance particulière, c'était nécessaire. Le manque de budget évident joue pour le film, car montrer les monstres trop souvent aurait nuit au mystère. Néanmoins, quand on les voit, on n'est pas déçu. Un design assez réussi et bien filmé. Une obscure bobine qui vaut bien mieux que son titre ne le laisserait penser. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve en février, coincé entre Georges et Édouard.